De nos jours, on parle de la ville de Baltimore pour son port maritime, qui est l'un des plus grands de la côte est américaine, mais aussi pour la prestigieuse université Johns Hopkins, ou encore parce que c'est là-bas que l'hymne américain a été composé. Fin 1969, en revanche, c'est pour une toute autre raison que son nom se murmure, parce qu'entre agression sexuelle et même meurtre, d'immondes secrets gangrènent la ville jusque dans les plus hautes sphères, et tout semble prendre racine dans un lycée local. Ce n'est que des dizaines d'années plus tard que le complot et son étendue seront dévoilés, et vous allez voir que chaque nouvelle chose que vous allez apprendre sera pire que la précédente. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire vraie incroyable du pire lycée des États-Unis. Générique. Si Baltimore, située dans le Maryland aux États-Unis, est à ce jour la ville la plus peuplée de l'État, dans les années 60, elle comptait encore plus d'habitants et ils étaient majoritairement ouvriers, mais aussi et surtout de confession catholique. L'histoire de la ville et la religion s'entremêlent depuis longtemps parce que le diocèse de Baltimore, érigé en 1789 par le pape Pie VI et promu au rang d'archidiocèse en 1808, est le plus ancien du pays. Dans le coin, la plupart des gens vont à l'église chaque dimanche et quand ils deviennent parents, ils envoient généralement leurs enfants dans une des écoles catholiques où les cours sont dispensés par des religieux qui sont souvent les mêmes écoles qu'ils ont eux-mêmes fréquentées quand ils étaient jeunes. La famille de Jean Hargadon ne déroge pas à la règle et quand cette adolescente de 14 ans, qui est la quatrième née d'une fratrie de 10, décroche un précieux sésame pour pouvoir entrer à l'Archbishop Kehoe High School, un lycée prestigieux pour jeunes filles réputé pour son excellence, on peut dire que c'est un événement. L'établissement a ouvert en 1965, il est considéré comme le bijou de l'archidiocèse. Son administration est gérée essentiellement par des bonnes sœurs, membres de la congrégation des pauvres sœurs des écoles de Notre-Dame, aidées de quelques prêtres. Le lycée est installé dans de beaux locaux spacieux, il est équipé de matériel dernier cri. En bref, si pouvoir envoyer un enfant représente un sacrifice financier pour la majorité des familles, c'est aussi une opportunité en or à laquelle il est difficile de dire non. Le père de Jean est policier et sa mère femme au foyer, et tous deux sont ce qu'on peut appeler de bons chrétiens. Du coup, apprendre que leur fille est admise à Kehoe pour y faire sa rentrée en seconde en 1967, c'est une grande source de fierté pour eux. Mais cette bonne nouvelle tombe alors que l'adolescente tente encore de se remettre de traumatismes vécus pendant son enfance, des traumatismes qui lui ont laissé d'importantes séquelles, notamment une culpabilité dont elle ne parvient pas à se défaire. En effet, Jean a été abusée sexuellement par un grand-oncle de ses 3 ans à ses 12 ans, un individu aussi abject qu'alcoolique, qu'il a d'ailleurs également forcé à avoir des interactions inappropriées avec d'autres adultes au sein d'un bar où il l'emmenait. Du coup, son entrée à Kehoe, elle la voit aussi comme une façon de pouvoir peut-être se faire pardonner par Dieu, parce que, comme beaucoup de victimes d'abus, elle se sent responsable de ce qu'elle a vécu. On rappelle que l'adolescente est catholique, donc elle pense que pour pouvoir obtenir l'absolution, elle doit confesser à un prêtre ce qu'elle pense être des péchés, et on imagine que se confier de la sorte à celui de sa paroisse, celui-là même qui fréquente ses parents et accompagne sa famille depuis des années, ça ne doit pas être évident du tout. Celui qu'il y a au lycée, en revanche, c'est un inconnu, alors en toute logique, Jean croit que ça devrait être plus facile de s'ouvrir à lui. C'est dans cet esprit que, peu après sa rentrée, elle pousse le rideau du confessionnal de Kehoe. Il apparaît néanmoins que cette initiative n'est pas suffi à apaiser la jeune fille de 14 ans, parce qu'au fil de ses années lycée, elle semble s'éteindre toujours un peu plus et être en proie à une grande souffrance émotionnelle. À l'école, elle a des amis et les religieuses sont bienveillantes. Malgré tout, Jean peine à se reconstruire et, après l'obtention de son diplôme en 1971, elle traverse malheureusement d'autres épreuves difficiles. Peu après avoir quitté les bancs de l'école, elle commence à fréquenter Michael Wiener, dit Mike, un homme de 3 ans son aîné qu'elle avait rencontré en classe de terminale, et elle l'épouse à l'âge de 21 ans en 1974.
Après ça, Jean tombe rapidement enceinte, mais son bonheur est de courte durée. Le 4 novembre 1975, elle met au monde un petit garçon prénommé Matthew, mais son premier enfant trouve la mort seulement 5 jours après sa naissance. Pour arriver à encaisser le choc, puis parvenir à faire son deuil, la jeune femme place la spiritualité au centre de sa vie et se rapproche très fortement de sa religion. Le couple a ensuite 2 autres enfants, Gregory et Sarah, qui les élèvent dans la pure tradition catholique. Au début de l'année 1992, Jean, qui a maintenant 38 ans, a beaucoup de choses que nombre de ses congénères cherchent encore. L'épanouissement spirituel, un mariage heureux et une vie de famille qui la comble. En fait, la cerise sur le gâteau maintenant, ça serait l'achat d'une maison. Le couple commence alors des recherches pour trouver la propriété de leurs rêves et par un hasard incroyable, il se trouve que l'agent immobilier qui entre en contact avec Jean et son mari n'est autre que l'une de ses anciennes camarades de classe de Kiyu. Plus de 20 ans après, les 2 femmes sont ravies de se revoir et c'est là une occasion inespérée pour elles de pouvoir rattraper le temps perdu depuis leurs années lycée. D'ailleurs, l'ex-amie en question souligne le fait qu'elle est étonnée de n'avoir jamais vu Jean aux réunions d'anciens élèves de la promotion 71, parce qu'à l'époque, c'était l'une des meilleures façons de pouvoir garder le contact avec ses camarades après la fin des études. C'est dommage que la trentenaire ne s'y soit jamais rendue. Malgré tout, quand elle s'entend proposer de venir au prochain rassemblement prévu, elle décline, mais sans réellement savoir pourquoi. Une fois de nouveau seule, Jean se sent mal à l'aise, mais elle ne parvient pas à mettre le doigt sur ce qui la trouble. Tout ce dont elle a conscience, c'est que ce sentiment négatif est lié à Kiyu et aux années qu'elle a passées entre les murs de l'établissement. Malheureusement, le malaise perdure dans les jours qui suivent et c'est dans la prière qu'elle pratique entre 1 heure et 1 heure et demie par jour qu'elle cherche l'apaisement. Jean ne le trouve pas réellement, mais faire le vide dans son esprit à ce moment-là semble faire remonter d'étranges souvenirs à la surface petit à petit. C'est flou et encore très confus, mais un nom lui revient clairement. Celui de l'abbé Neil Magnus, un prêtre qui tenait le rôle de directeur des études religieuses à Kiyu. En espérant que mettre un visage sur ce nom l'aidera à se sentir mieux, Jean se rend chez sa mère pour consulter le trombinoscope du lycée, qui avait été abandonné au grenier, et il se trouve que voir la photo de l'homme fait d'une pierre deux coups. Dans le livre, à côté du portrait de Neil Magnus, il y a celui de l'abbé Joseph Maskell, qui était aumônier dans son ancien lycée. Être replongé ainsi dans le passé va provoquer en Jean le début d'une prise de conscience, en ramenant à la surface des souvenirs qui étaient jusque-là enterrés et dont son entourage ignore lui aussi absolument tout. C'est au début de l'année 1993, lors d'un dîner de famille, que la mère de 3 enfants va se confier à ses proches et prononcer une phrase qu'ils n'oublieront jamais. « Je l'ai tué. J'ai tué Cathy Selznick. » Bon, maintenant, vous vous demandez certainement qui est cette femme dont parlait Jean. Eh bien, pour vous répondre, je vous ramène à Kiyu au début de l'année 1969. À ce moment-là, Catherine Anne Selznick, dite Cathy, est religieuse et à 26 ans, elle enseigne l'anglais et dirige le club d'art dramatique au sein de l'établissement, quand Jean Argadon, elle, n'est alors qu'une adolescente de 16 ans qui, comme beaucoup d'autres, assiste à ses cours. Sœur Cathy est particulièrement appréciée des élèves parce qu'elle fait office de petit rayon de soleil dans un endroit où l'éducation, et plus généralement l'ambiance, sont très strictes. Elle est jeune, ouverte, chaleureuse et nombreuses sont les étudiantes qui la considèrent comme une grande sœur et aiment interagir avec elle ou même passer la voir après la classe pour se confier à elle. À l'époque, beaucoup de parents, qui plus est quand ils sont sévères, ne sont pas franchement portés sur la communication parce qu'on ne leur a pas appris à l'être. Résultat, il est courant que leurs enfants gardent leurs problèmes pour eux. Sœur Cathy, elle, a une mentalité bien différente. Elle se soucie sincèrement du bien-être des élèves du lycée et fait office d'oreille attentive dès qu'elle le peut, en prodiguant même de précieux conseils quand c'est nécessaire. Et il se trouve que les étudiantes en ont bien besoin parce que, tout comme Jean l'est, certaines d'entre elles semblent parfois être particulièrement mal dans leur peau. Malheureusement, à la fin de l'année scolaire, Sœur Cathy décide de prendre un congé sabbatique de l'église et de ce fait, même si elle reste officiellement dans les ordres, elle ne peut plus dispenser de cours à Kiyu. Du coup, elle fait sa rentrée suivante en tant que professeure
dans un établissement public de la ville, la Western High School. De la même façon, elle fait le choix de quitter le couvent où elle vivait auparavant pour s'installer en colocation avec Sir Russell Phillips, une autre religieuse qui enseignait elle aussi à Kew et avec qui elle s'est liée d'amitié. D'ailleurs, la popularité de Sir Cathy auprès de ses anciennes élèves est telle que certaines passent même la voir chez elle après son déménagement. Bref, le 7 novembre 1969, après sa journée de travail, aux alentours de 15h, la religieuse prend, comme d'habitude, la direction du 131 North Bend Road à Catonsville, une banlieue de Baltimore où se trouve son appartement. Ceci dit, ce jour-là, elle doit ressortir parce qu'il lui faut acheter un cadeau pour sa sœur, qui se marie très bientôt. Du coup, elle décide de se rendre à la bijouterie Echts, qui est située au centre commercial d'Edmondson Village, à 3 km de là. Sœur Cathy part de chez elle aux alentours de 19h30 et sur le chemin, elle s'arrête à la banque pour déposer son chèque de salaire avant de s'acheter quelque chose à manger. Et ce qu'il se passe ensuite est assez flou. Un témoin affirme l'avoir vue assise dans sa voiture à 20h30. Le véhicule était garé sur le parking attenant à sa résidence, comme si sa propriétaire attendait quelque chose ou quelqu'un. Après ça, on ignore ce qu'il s'est réellement produit. Ce qui est certain, c'est qu'à minuit, elle n'est toujours pas rentrée de ses courses et que s'inquiète Sir Russell, sa colocataire. Son premier réflexe, c'est d'appeler Gérard Koob, dit Jerry, un autre ami proche de Sir Cathy, pour savoir si à tout hasard elle ne serait pas avec lui. Bon, quand je dis ami proche, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'apparemment, ils étaient ensemble et ils s'aimaient au point de se considérer même comme des âmes sœurs. Jerry est un prêtre jésuite et il a rencontré Sir Cathy quand il donnait des cours de religion à Kew entre 1966 et 1967. C'est à ce moment-là qu'ils ont développé des sentiments l'un envers l'autre, mais s'ils avaient voulu se mettre réellement en couple, ils auraient dû renoncer à la prêtrise pour Jerry et à la prononciation de vœux définitifs pour Cathy, ce que cette dernière a refusé de faire. Pour en revenir à nos moutons, quand Jerry reçoit l'appel de Sir Russell, il se trouve chez lui avec frère Peter McKeon, l'un de ses amis, et ils sortent tout juste d'une séance de cinéma, mais ce qu'il apprend est assez inquiétant pour pousser les deux hommes à la rejoindre chez elle au plus vite. Sur place, elle leur explique tout et dans la nuit, vers 1h30, tous se mettent d'accord sur le fait qu'il vaut mieux prévenir la police pour les avertir de la situation. Un officier passe très rapidement, prend des notes et repart. Après son départ, Jerry et Peter décident de rester avec Sir Russell quelques heures pour prier ensemble dans l'espoir que leur ami revienne. Mais vers 4 heures, quand ils sortent pour faire quelques pas, histoire de prendre l'air, ils aperçoivent la voiture de Sir Cathy. Le véhicule se trouve à une quinzaine de mètres seulement du parking de la résidence de sa propriétaire, à une intersection. Il est en fait stationné à moitié sur une route et à moitié sur l'autre. Ses portières sont déverrouillées. Une brindille accrochée à du fil jaune se trouve sur le levier du clignotant et dans l'habitacle, il y a ici et là des bouts de feuilles et d'autres brindilles. De même, les pneus de la voiture sont boueux et il y a une petite branche sur son antenne, comme si elle sortait tout droit d'une zone boisée. En revanche, aucune trace de Sir Cathy. Il est à noter que dès 22h la veille, la police avait reçu des signalements concernant un véhicule mal garé à cette intersection, donc il apparaît que peu importe comment il s'est retrouvé là, il y était déjà depuis un moment avant que Jerry et Peter ne le remarquent. Ceci dit, le fait que ce soit la voiture de Sir Cathy rend sa disparition encore plus inquiétante, et après avoir été avertis, les autorités lancent rapidement des recherches et commencent par fouiller Linkin Park et ses alentours. Non, j'ai dit Linkin, pas Linkin. Je vous connais. Linkin Park, c'est un grand parc qui se trouve à moins de 2 km de l'appartement de la religieuse. La battue se poursuit toute la journée sans résultat et le lendemain, ce sont pas moins de 35 officiers, accompagnés de 5 K9, mais aussi de nombreux volontaires, qui parcourent une large zone englobant 14 pâtés de maisons situées au sud-ouest de Baltimore, de l'aube jusqu'au crépuscule. La police frappe aux portes, fouille les ruelles, les maisons et immeubles abandonnés, elle ratisse même certains endroits qui ont été immergés récemment, mais ça ne donne absolument rien. Le 10 novembre, soit 3 jours après la disparition de Sir Cathy, les enquêteurs annoncent qu'il n'y a aucune preuve qui permette d'affirmer qu'elle ait été victime d'un acte criminel. En d'autres termes, ils disent qu'ils continueront l'enquête dans les bureaux, mais que les recherches sur le terrain sont arrêtées et ne reprendront que s'ils ont une piste solide.
Seulement, il semblerait qu'il soit peut-être passé à côté de quelque chose, parce que le jour même, un événement vient les faire douter de leurs propres conclusions. Dans l'après-midi, Joyce Helen Malecki, une autre jeune femme du coin, âgée de 20 ans, quitte son domicile familial de Baltimore pour se rendre à Glen Burnie, une ville à une vingtaine de kilomètres, parce qu'elle a quelques courses à y faire. Bon, elle a aussi un rendez-vous de prévu avec son petit ami, qui est stationné à la base militaire de Fort Meade, mais en tout cas, rien ne justifie le fait que le soir venu, elle ne soit toujours pas rentrée chez elle, ce qui pousse ses proches à eux aussi prévenir la police. Le lendemain, sa voiture est retrouvée sur le parking d'une station-service abandonnée de la ville d'Odenton, à une trentaine de kilomètres de Baltimore. Le véhicule est déverrouillé, les clés sont sur le contact, et les achats effectués par la jeune femme à Glen Burnie la veille se trouvent encore à l'intérieur, tout comme ses lunettes. Son petit ami affirme également qu'elle ne s'est pas rendue à leur rendez-vous, un scénario qui rappelle curieusement celui de la disparition de Sœur Cathy, d'autant plus que la maison de Joyce Malecki se trouve à seulement 5 km de son appartement. À l'époque, les femmes qui se volatilisent sont très rares dans le coin, alors forcément, quand deux d'entre elles qui possèdent le même profil et habitent dans le même secteur disparaissent dans des circonstances très similaires à 3 jours d'intervalle, tout le monde fait le lien et se demande si la police a raison de penser que la religieuse disparue n'a pas été victime d'un acte criminel. Le 13 novembre 1969, un début de réponse est apporté parce que 2 chasseurs de cerfs découvrent un corps de femme flottant dans la rivière Little Patuxent, à l'extrémité ouest de Soldiers Park, une zone d'entraînement rattachée à la base militaire de Fort Meade. Ce corps, c'est celui de Joyce Malecki, qui avait été portée disparue 3 jours plus tôt. Elle gît sur le ventre, les mains attachées dans le dos, et son autopsie indique qu'elle a été poignardée une fois au niveau du cou, mais aussi étranglée. Le médecin légiste n'est cependant pas en mesure de se prononcer concernant les causes de la mort de la jeune femme de 20 ans. Il ignore si elle est décédée des suites de l'étranglement qu'elle a subi ou si elle s'est noyée après avoir été jetée dans l'eau, grièvement blessée. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a donné du fil à retordre à son agresseur avant sa mort parce que son corps présente de nombreux bleus et coupures, ce qui indique qu'elle a tenté de se défendre. Près de la dépouille de Joyce, une paire de talons hauts noirs qui ne lui appartiennent pas est retrouvée et, hasard ou coïncidence, Sœur Cathy portait justement des chaussures noires le jour de sa disparition. Ceci dit, la police révèle que rien ne leur permet d'affirmer qu'il s'agit des siennes. En fait, malgré les similitudes que présentent les 2 affaires, les autorités manquent de preuves tangibles qui puissent leur permettre de faire un lien, et c'est d'autant plus compliqué quand il s'avère que l'une des jeunes femmes a été tuée de façon violente, quand l'autre demeure tout simplement introuvable. Et il faudra attendre l'année suivante, le 3 janvier 1970, pour que l'enquête qui concerne Sœur Cathy connaisse un nouveau rebondissement. Ce jour-là, un père et son fils, qui étaient sortis pour une partie de chasse, font une macabre découverte. Dans un endroit isolé, rattaché à la ville de Lansdowne, situé à 8 km de Baltimore et qui fait office de décharge sauvage, ils aperçoivent un corps à moitié dénudé et recouvert de neige, partiellement caché par un talus. La dépouille est dans un état de décomposition assez avancé, mais son autopsie permet de révéler qu'il s'agit de Catherine Selznick, qui avait été portée disparue près de 2 mois plus tôt à l'âge de 26 ans. Le médecin légiste ne peut pas se prononcer concernant un éventuel viol, mais il révèle que le crâne de la religieuse présente une importante fracture, probablement causée par un violent coup qui lui a été porté au niveau de la tempe gauche avec un objet contondant. En gros, si certains doutaient encore du fait que sa disparition avait, tout comme celle de Joyce, une origine criminelle, là ça devient carrément impossible de continuer à le penser. Surtout que l'endroit où a été retrouvé son corps est impossible d'accès en voiture, donc la police pense qu'il a été déposé là, ou que la victime l'a rejoint à pied avant d'être tuée sur place. Le sac de Sœur Cathy se trouve à côté d'elle, mais malgré tout, rien sur la scène de crime ne permet à la police d'obtenir une piste solide qui puisse les mener vers un éventuel suspect ou leur permettre d'établir un lien formel avec le meurtre de Joyce Malecki. D'ailleurs, concernant les chaussures à talons hauts noirs qui avaient été retrouvées près du corps de Joyce, il est confirmé qu'elles n'appartiennent pas à Sœur Cathy parce qu'une chaussure basse noire, qui semble être la sienne, est découverte près de sa dépouille. Au fil des mois, un certain nombre de personnes sont interrogées, avec même quelques tests polygraphiques à la clé, mais les 2 enquêtes piétinent jusqu'à ce que les mois passants ne deviennent des années. L'enquête concernant la mort de Catherine Selznick
reste un petit peu active jusqu'en 1977, mais on peut dire que c'est dans ces eaux-là que l'affaire tombe peu à peu dans la catégorie des cold cases, tout comme celle du meurtre de Joyce Malecki. En vérité, ce qu'il manque à la police, à ce moment-là, c'est la connaissance de l'existence d'une révélation scabreuse qui avait été faite à l'une des victimes peu avant sa disparition. Et si, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, Jean Winner se croit responsable de la mort de Sir Cathy bien des années après, c'est parce que c'est elle qui lui a fait la dite confidence quand elle était encore élève au lycée de Kew. Avant les vacances d'été, en 1969, elle lui a dit que le père Joseph Maskell l'a touchée d'une façon inappropriée, sans donner aucune précision, et Sir Cathy, qui n'avait d'ailleurs pas l'air surprise de l'entendre, lui a répondu qu'elle allait s'en occuper. Comme vous le savez, quelques mois plus tard, elle disparaîtra mystérieusement, et ce ne sera là que la première révélation d'une longue série qui va glacer le sang de tout le pays. Ce dont a fait part Jean à Sir Cathy en 1969, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, et ce sont en fait les souvenirs de tout ce qu'elle a subi qui lui reviennent petit à petit à partir du mois d'avril 1992. Les faits sont d'une gravité telle que s'ils avaient été rendus publics à l'époque, leur révocation aurait pu mettre nombre de personnes importantes dans un embarras sans nom, jusqu'à même entacher durablement la réputation de l'une des institutions les plus anciennes et les plus puissantes de Baltimore. Des horreurs ont été perpétrées pendant des années sur de très nombreuses étudiantes de Kew par les pères Joseph Maskell et Neil Magnus, qui abusaient régulièrement des jeunes filles sans vergogne. Jean fait partie de celles qui ont subi ces violences psychologiques et sexuelles entre 1967 et 1971, et la souffrance qu'elle a endurée entre les murs de l'établissement a été si intense que son cerveau a été submergé par des émotions trop extrêmes pour pouvoir être contenu. Dans ces cas-là, il arrive qu'un mécanisme de défense appelé amnésie dissociative s'enclenche. Pour résumer, le cerveau rompt intentionnellement le lien avec les souvenirs traumatiques pour se protéger. Les souvenirs en question sont toujours là, mais ils sont dissociés de la partie de la mémoire à laquelle la victime a accès. En gros, elle ne s'en souvient plus de manière consciente. C'est ce qui est arrivé à Jean, et la première chose dont elle se rappelle, c'est ce qu'il s'est passé dans le confessionnal après sa première rentrée. Le père Magnus se trouvait de l'autre côté de la grille, il l'a écouté, puis a commencé à lui poser des questions sur son oncle, l'homme qui l'a agressé, tout en se masturbant, avant de lui dire que ce qu'elle venait de lui confier était si grave qu'il ne savait pas si Dieu pourrait la pardonner. Après ça, les abus se sont poursuivis et sont devenus de plus en plus graves, et Jean, qui avec le temps regagne accès à de plus en plus de souvenirs, commence à reconstituer tout un pan de ses années d'études qu'elle avait complètement oubliées. Pour vous citer un exemple, elle témoigne du fait que l'abbé Maskell l'a une fois convoquée dans son bureau pour lui dire qu'elle était une mauvaise fille et qu'il devait accomplir sa mission pour arrêter les gens comme elle. Il a ensuite violé l'adolescente en lui faisant croire qu'elle devait recevoir le Saint-Esprit qui coulait en lui et lui a dit que c'était parce qu'elle avait aimé ça que Dieu ne pouvait pas lui venir en aide. Avant que Jean ne quitte la pièce, complètement traumatisé, le père Maskell a posé sa main sur son épaule et lui a dit « Je sais que tu as détesté ça, et j'en suis heureux. » Puis il lui a donné sa bénédiction. L'aumônier était très bien renseigné sur chacune des filles de l'école, et il utilisait leur passé ou les problèmes qui les travaillaient afin de les manipuler quand il ne sortait pas une arme, l'air de rien, pour les intimider. Jean se rappelle que le père Maskell a une fois sorti son pistolet et a enlevé les balles avant de le lui coller sur la tempe, d'appuyer sur la gâchette et de lui dire que c'est ce que son père, qui était policier à ce moment-là, lui ferait, mais avec un pistolet chargé, s'il apprenait qu'elle faisait, je cite, « la traîner ». Autant vous dire que revivre tout ça, c'est un véritable supplice pour Jean, surtout qu'en plus, à ce moment-là, elle pense qu'elle est la seule à qui c'est arrivé. À l'époque, elle n'en a parlé à personne parce qu'elle avait honte, jusqu'à penser qu'elle méritait ce qui lui arrivait, parce que non pas deux, mais tout un groupe d'adultes mal intentionnés s'appliquait à le lui faire croire. En effet, il s'avère que les pères Maskell et Magnus n'étaient pas les seuls à abuser des étudiantes de Kew, parce que plusieurs autres hommes extérieurs à l'école s'y rendaient régulièrement pour ça.
Parmi eux, un certain frère Bob, décrit comme étant particulièrement violent, mais aussi plusieurs officiers de police. Le père Maskell était l'aumônier de Kiyu, mais aussi celui de la police, et son frère Tommy était un membre respecté des forces de l'ordre. On peut donc difficilement croire que les autorités de Baltimore ignoraient tout de ce qui se passait dans le lycée. En fait, à ce moment-là, c'est un véritable complot fomenté par un réseau pédophile qui se trame dans ces murs, et même bien au-delà. Au fur et à mesure que ses souvenirs reviennent, Jean est toujours plus désemparée, alors elle décide de se confier au prêtre de sa paroisse, qui est aussi devenu l'un de ses proches avec le temps, le père Arthur Valenzano, dit tout simplement Art. Il lui apprend rapidement que l'abbé Neil Magnus est mort en 1988, mais qu'en revanche, l'abbé Joseph Maskell est toujours en vie et qu'il exerce encore en tant que prêtre dans une paroisse de Baltimore. Dépité par ce qu'il vient d'entendre, Art conseille à son ami de parler de ce qu'elle a vécu au père Rick Woy, l'un des représentants de l'archevêché, et elle accepte de se rendre à un entretien avec lui. Le jour J, Rick Woy, après avoir écouté Jean, lui dit que c'est la première fois que quelqu'un se plaint des agissements de l'abbé Joseph Maskell, mais que, néanmoins, il la croit. Ceci dit, il ajoute que le prêtre est particulièrement malin et qu'il faudra monter un dossier solide contre lui pour espérer le faire renvoyer. Rick Woy et Jean conviennent d'un second entretien, mais il ne se passe pas de la même manière que le premier, parce que le représentant de l'archevêché est à présent accompagné d'une avocate. Cette dernière suggère à la mère de famille de prendre un avocat aussi, au cas où Joseph Maskell déciderait de porter plainte contre elle pour diffamation, mais elle lui assure que c'est juste une formalité, histoire que tout se fasse dans les règles. En fait, Jean réalise doucement que l'archevêché commence à essayer de couvrir ses arrières, même s'ils ne le disent pas clairement, parce qu'ils continuent à lui assurer qu'ils sont bel et bien de son côté. Finalement, elle accepte de se faire représenter, et ça tombe bien, parce qu'on l'informe que pour pouvoir faire révoquer le père Maskell, il va falloir un témoignage officiel. En vérité, ce qu'ils entendent par là, c'est surtout qu'il leur faudra un second témoin qui puisse confirmer ce que leur a rapporté Jean, une chose qu'ils exigent en sachant que ce sera très compliqué pour elle de trouver une autre personne qui acceptera de le faire. En 1992, tout comme c'était le cas en 1969, l'Église est une institution très puissante qui impressionne et qui est considérée comme presque sacrée par la population. Donc, oser accuser l'un de ses membres d'avoir commis un crime, c'est littéralement s'attaquer à un géant avec une fronde. En fait, à ce moment-là, Jean fait quelque chose d'extrêmement courageux qui, en plus de pouvoir lui valoir l'hostilité des gens, peut même s'avérer carrément dangereux pour elle et ses proches. Parallèlement à tout ça, en octobre 1992, le père Maskell est envoyé dans le Connecticut en toute discrétion, où il séjourne à l'Institute of Living, un hôpital dont le département de psychologie a un programme de soins expérimental qui reçoit les prêtres catholiques en détresse. En gros, c'est une étude et des hommes d'église peuvent y être envoyés parce qu'ils sont déprimés ou ont des soucis relationnels avec d'autres personnes au sein de l'institution, par exemple. Enfin, ça, c'était sur le papier, parce que le docteur Lodstein, qui est le directeur du département à ce moment-là, témoigne du fait que l'archevêché a tenté d'utiliser le programme d'une toute autre façon. Le médecin a été surpris de se retrouver en face d'un prêtre qui lui a dit que son problème, c'était qu'il avait eu une relation sexuelle avec une mineure de 14 ans et qu'il était là parce que l'évêque voulait le cacher pour ne pas que l'affaire s'ébruite. Le docteur Lodstein a clairement signifié à l'archevêché que le programme n'était pas là pour le couvrir, mais la situation s'est reproduite. Du coup, il a par la suite exigé de recevoir le dossier complet des prêtres qu'on voulait lui envoyer. Résultat, dès 1994, plus aucun homme d'église ne sera envoyé à l'Institute of Living. Toujours est-il qu'avant l'arrêt de cette collaboration, le père Maskell, lui, y séjourne 6 mois, et que, pendant ce temps, une nouvelle vague de souvenirs traumatisants submerge Jean. Elle se rappelle qu'après la disparition de sœur Cathy, le prêtre lui a dit qu'elle savait où elle était, avant de lui demander si elle souhaitait la voir. L'adolescente qu'elle était a évidemment dit oui, alors l'homme l'a conduite là où se trouvait son corps. Et ce qui l'a particulièrement marqué, c'est que la religieuse avait des asticots sur le visage. Après ça, le père Maskell a dit à Jean que si sœur Cathy avait fini comme ça, c'est parce qu'elle avait dit du mal des gens. En gros, il la menace indirectement, tout en lui faisant comprendre qu'il sait qu'elle lui a parlé des sévices qu'elle avait subis à Kiyu. Cette pièce manquante du puzzle apporte une toute autre perspective à l'ensemble de l'affaire,
Parce qu'à ce moment-là, Jean pense que parce qu'elle sait qui a tué Sir Cathy en 1969, on va peut-être enfin l'écouter. Malheureusement, quand elle se présente au commissariat pour en faire part à la police, on lui fait comprendre qu'on ne la croit pas parce que son témoignage n'est pas plausible. D'après les officiers, à l'époque à laquelle la victime a été tuée, le froid était tel qu'il ne pouvait pas y avoir d'asticots sur son corps. Ceci dit, qu'elle la croie ou pas, la police est obligée de prendre la déclaration de Jean en compte et de rouvrir l'enquête sur le meurtre de sœur Catherine Selznick. En avril 1993, le père Maskell, lui, sort de l'hôpital et reprend ses fonctions dans une autre paroisse, comme si de rien n'était, et lorsque les enquêteurs viennent l'interroger, il nie poliment tout ce dont on l'accuse. Mais ce rebondissement, survenu dans une affaire vieille de 24 ans, fait les choux gras de la presse et Jean, dont l'identité est gardée secrète, est surnommée Madame X ou Jane Doe par les médias. La police lance un appel à témoins, mais ne paraît pas très investie dans l'enquête, et l'archevêché ne se montre pas franchement coopératif non plus. En vérité, il se repose sur le fait qu'il n'y ait qu'un seul témoignage contre le père Maskell. Jean décide alors, avec l'aide de ses proches qui la soutiennent beaucoup, d'entamer des recherches pour retrouver les noms de toutes les femmes qui ont fait leurs années lycée à Kew entre fin 1960 et début 1970. Ensemble, ils parviennent à se procurer un annuaire qui contient les coordonnées de ces anciennes élèves et envoient à chacune d'elles une lettre les appelant à se manifester si, pendant cette période, elles ont elles aussi subi des abus sexuels au sein de l'établissement. L'un des frères de Jean rapporte qu'au total, ce sont près de 1000 lettres qui sont parties, en plus de la publication d'une annonce dans le journal. Et vous allez voir que, malheureusement, le nombre de réponses reçues sera tout aussi édifiant. Nous sommes en août 1993 et rapidement, les lettres et coups de fil affluent. Il s'avère qu'un nombre impressionnant de femmes ont des choses à dire concernant des abus sexuels qu'elles ont endurés pendant leur scolarité à Kew. Et le nom qui revient systématiquement, c'est celui de Joseph Maskell. Certains témoignages font aussi état d'éléments qui ne sont pas d'ordre sexuel, mais ils sont tout aussi accablants. En vérité, Jean n'était pas la seule à avoir parlé des sévices qu'elle subissait au lycée à Sir Cathy. 2 autres filles s'étaient également confiées à elle. L'une d'elles, qui a souhaité garder l'anonymat, révèle qu'elle s'était rendue directement chez la religieuse avec son petit ami pour lui en parler la veille de sa disparition, et elle affirme que les abbés Joseph Maskell et Neil Magnus ont fait irruption dans l'appartement sans même frapper avant d'entrer, et qu'ils avaient l'air très contrariés. Sir Cathy a fait sortir les 2 adolescents, et le lendemain, la jeune fille a été convoquée dans le bureau de l'aumônier, qui lui a dit que si elle parlait de ce qu'elle avait vu à qui que ce soit, il les tuerait tous les 2, ainsi que leur famille. Pour en revenir aux abus, qu'il s'agisse de conversations inappropriées, d'attouchements ou de viols, tous les témoignages convergent. En tout, entre 40 et 50 personnes se sont manifestées, et parmi celles-ci, il y a Teresa Lancaster, qui faisait partie de la promotion 1972 du lycée. Elle raconte que pour elle, le calvaire a commencé quand, en première, elle a voulu obtenir de l'aide auprès du père Maskell, après que ses parents aient trouvé un joint dans son sac. Elle voulait simplement que l'aumônier discute avec eux pour qu'ils se calment, parce qu'ils étaient très en colère. Teresa s'est alors rendue dans le bureau du prêtre pour lui demander ce service, et il a fini par la faire se déshabiller avant de la forcer à s'asseoir sur ses genoux. C'est là que les abus ont commencé, des abus qui n'ont fait qu'empirer par la suite et qui ont duré jusqu'à la fin de ses études. Le père de Teresa était aussi porté sur la religion qu'il était strict et il a vu en père Maskell celui qui allait sauver sa fille qu'il pensait en train de se dévergonder. Résultat, il disait oui à tout ce que lui suggérait l'aumônier de Kew la concernant, même quand la suggestion, c'était qu'elle aille consulter un gynécologue. L'adolescente a donc été envoyée chez le docteur Christian Richter, un médecin qui exerçait à Baltimore, et qui était, apparemment, de mèche avec le père Maskell. Le médecin a prescrit à sa nouvelle patiente des douches vaginales que le prêtre a ensuite effectuées lui-même sur Teresa dans son bureau. Et il semblerait qu'elle puisse en dire autant que Jean sur l'implication des membres de forces de l'ordre dans l'histoire, parce qu'elle témoigne du fait que 2 policiers l'ont violée dans un sous-bois, alors qu'elle se trouvait à l'extérieur du lycée avec l'aumônier, pour soi-disant assister à une course caritative. Le tout pendant que Teresa était sous traitement lourd parce que père Maskell avait fait en sorte qu'un médecin
lui prescrivent de la chlorpromazine, un médicament très fort destiné à troubler des troubles schizophréniques dont l'adolescente ne souffrait bien évidemment pas du tout. Mais le pire dans tout ça, c'est que tous les nouveaux témoignages reçus permettent de mettre en évidence l'étendue de ce réseau pédophile qui en réalité était bien plus vaste que ce que le seul vécu de Jean pouvait laisser penser. Parce qu'en plus d'officiers de police et d'autres membres du clergé, il y avait aussi des hommes d'affaires locaux et même des hommes politiques qui se rendaient à Kew pour abuser des étudiantes. En fait, l'affaire commence à faire tellement de bruit que même les langues d'autres personnes impliquées, qui ne sont pas des victimes, se délient elles aussi. En août 1994, un homme qui était le gardien du cimetière rattaché à l'église dans laquelle le père Maskell officiait 4 ans plus tôt, rapporte une curieuse histoire à la police. Il révèle qu'en 1990, le prêtre lui a un jour demandé de creuser un trou de 3 mètres par 6 dans un endroit isolé, avant qu'il n'y revienne pour y placer une quantité importante de boîtes enveloppées dans du plastique, et ne lui demande de recouvrir tout ça de terre, puis de planter de l'herbe par-dessus. Après avoir reçu ce tuyau, la police entreprend des fouilles à l'endroit désigné et retrouve les boîtes qui contiennent des documents et des photos qui n'ont pas été rendus publics. Une personne haut placée dans la police de Baltimore, qui a souhaité garder l'anonymat par peur de représailles et qui a été surnommé Deep Throat, a affirmé avoir vu le contenu des boîtes et a dit qu'à ce moment-là, les autorités avaient suffisamment d'éléments pour pouvoir placer le père Maskell en état d'arrestation immédiatement. Mais c'est une chose à laquelle Sharon May, la procureure chargée des affaires de violences sexuelles, s'est opposée, en refusant de leur délivrer un mandat d'arrêt, parce qu'elle disait qu'elle devait y réfléchir. Interrogée bien plus tard, elle a révélé que s'il y avait peut-être eu des documents pornographiques dans ces boîtes, dans tous les cas, elle ne s'en rappelait pas. De là à penser que la procureure couvrait elle aussi l'archevêché, il n'y a qu'un pas, mais ça, en 1994, Jean, elle ne le sait pas. Du coup, elle décide de poursuivre les responsables des abus en justice, et Teresa accepte de se constituer partie civile. Son identité, tout comme celle de Jean, est gardée secrète, et elle devient à cette occasion Madame Y ou Jenro. Une plainte est déposée à l'encontre du père Joseph Maskell, mais aussi de différentes personnes et institutions que Jean tient pour responsables, notamment l'archidiocèse de Baltimore, ainsi que le docteur Christian Richter. Les deux plaignantes demandent 40 millions de dollars en dédommagement des abus qu'elles ont subis à Kew. En novembre 1994, pendant que la procédure suit son cours, l'archidiocèse de Baltimore annonce que 6 000 dollars seront versés à toute personne qui donnera une information pouvant permettre d'élucider le meurtre de sœur Catherine Selznick. Un meurtre qui d'ailleurs redevient officiellement un cold case en 1995. La même année, une décision publique de l'archevêché indique que Joseph Maskell a été révoqué de façon permanente. En gros, il a été renvoyé et n'est plus prêtre. L'année suivante, en 1996, Jean et Teresa, qui réclamaient 40 millions de dollars en dédommagement des abus qu'elles ont subis à Kew, se voient signifier que leur requête de procès civil et d'indemnisation est refusée. Selon la juge, le dossier ne permet pas d'invoquer la suspension du délai de prescription prévu par ce genre d'affaires, parce qu'à l'époque, les affaires d'agression sexuelle étaient prescrites après seulement 3 ans. Cette annonce met un point final à l'action en justice des victimes et l'affaire du meurtre de sœur Cathy va alors doucement retomber dans l'oubli jusqu'à ce que 2 personnes décident d'enquêter de leur côté pour trouver le coupable à partir de 2005. Et ce qu'elles vont découvrir prouve qu'en 1969, l'enquête initiale avait bel et bien été volontairement bâclée. Les 2 personnes en question ne sont pas membres des forces de l'ordre, mais 2 personnes lambda, qui étaient toutes 2 d'anciennes élèves de sœur Cathy. Gemma Staub Hoskins et Abby Fitzgerald Schaub, toutes 2 septuagénaires aujourd'hui. Elles ont fait leurs études à Kew, tout comme Jean et Teresa, mais contrairement à elles, elles n'ont pas été abusées. En revanche, comme beaucoup, elles adoraient sœur Cathy et sa brutale disparition, qui s'est produite pendant leur année de terminale, les a profondément chamboulées à l'époque, notamment parce qu'en plus, son meurtre n'a pas été résolu. Les 2 amies ne s'étaient plus vues depuis la fin de leurs études, mais elles reprennent contact en 2005, après la publication d'un article sur la mort de la religieuse, et elles commencent à enquêter ensemble.
elles découvrent énormément de choses et prennent peu à peu conscience de tout ce que cache la mort de Sœur Cathy. Alors en 2013, elle crée un premier groupe Facebook afin de pouvoir rassembler tous les gens qui s'intéressent à l'affaire et qui pourraient détenir des informations. Gemma et Abby parviennent même, à force de recherches et de questions posées, à isoler d'autres suspects que Joseph Maskell. Parmi eux, Edgar Davidson, un homme violent au passé trouble, suspecté par son ex-femme d'avoir commis le meurtre, parce que le soir où il s'est produit, il est rentré chez eux couvert de sang. Une chose qu'il a justifiée en donnant une excuse complètement bidon. De même, le Noël suivant, il a offert à son épouse un bijou que sa famille pense être celui que Catherine Selznick a supposément acheté pour sa sœur juste avant de disparaître et qui n'a jamais été retrouvé. Le plus bizarre là-dedans étant qu'Edgar n'a jamais rien fait pour faire disparaître les soupçons qui pesaient sur lui. Bien au contraire, il les alimentait volontairement et a même appelé une émission de radio pour dire qu'il savait où était le chapelet disparu de Sœur Cathy. Mais il n'est pas le seul sur la liste de Gemma et Abby. On peut aussi y trouver un certain Billy Schmidt qui vivait dans la même résidence que Sœur Cathy et était en couple avec un homme surnommé Skippy au moment des faits, quelqu'un qui avait apparemment une très mauvaise influence sur lui. La personne qui soupçonne Billy était sa belle-sœur à l'époque, et elle dit qu'au moment où Sœur Cathy a disparu, son mari est parti au travail après avoir été contacté par son frère, avant de rentrer la chemise et les mains tachées de sang. Par la suite, il s'est mis à boire, alors qu'avant ça, il ne buvait jamais, et a dit à sa femme qu'il le faisait parce que, je cite, « ils avaient tué une femme et qu'il l'avaient enterrée derrière le magasin ». L'homme a ensuite vu sa santé mentale se dégrader et gardait un habit de nonne sur un mannequin dans son grenier, disant que, je cite encore une fois, la femme dans le grenier le hantait. Son frère Billy, quant à lui, s'est donné la mort 12 ans après le meurtre, après avoir déjà tenté de se suicider 5 fois auparavant. Selon Gemma et Abby, plusieurs autres personnes pourraient aussi être impliquées, notamment le père Neil Magnus ou encore le fameux frère Bob, mentionné par Jean, dont on ne sait quasiment rien. Certains disent également que Jerry Koob, qui était intime avec Sœur Cathy avant sa disparition, ou même Sir Russell, sa colocataire, en savaient peut-être beaucoup plus qu'ils l'ont bien voulu le dire à l'époque. Toujours est-il qu'à ce jour, 54 ans après, le meurtre de Catherine Selznick, ainsi que celui de Joyce Malecki d'ailleurs, reste non résolu. Et si vous vous demandez quelles connexions peuvent être établies entre les deux meurtres, eh bien il se trouve qu'apparemment, la famille Malecki connaissait Joseph Maskell, qui exerçait dans la paroisse qu'il fréquentait en parallèle de ses fonctions à Kew, entre autres. Alors, je ne peux pas tous vous les citer dans la vidéo, donc je vous mettrai le lien vers un article en anglais si ça vous intéresse. Le journaliste y a listé toutes les raisons qui lui faisaient penser que c'était lié, et en plus de ça, c'est très bien écrit. Une exhumation du corps de Joyce, dont la date est indéfinie à ce jour, a été annoncée cet été, dans l'espoir que, peut-être, une comparaison ADN pourra permettre d'apporter des réponses. Joseph Maskell est mort le 7 mai 2001, à l'âge de 62 ans, et il a emporté ses secrets avec lui parce qu'il a nié jusqu'au bout tout ce dont il était accusé. Son corps a été exhumé en 2017, mais la police a confirmé plus tard que son ADN n'affichait aucune correspondance avec ce qui a été trouvé sur et autour du corps de Sœur Cathy en 1969. La même année, en juin, le lycée Archbishop Kew High School, qui avait été renommé Seton Kew High School, a fermé définitivement ses portes. Depuis 2011, l'archidiocèse de Baltimore a versé un total de 472 000 $ à 16 personnes qui ont accusé Joseph Maskell d'abus sexuels. Cette année, l'État du Maryland a adopté une loi qui supprime les délais de prescription concernant les abus sexuels sur mineurs. Il n'est donc pas impossible que celles qui en ont subi à Kew décident de porter plainte. Selon un rapport publié récemment par le procureur général du Maryland, Anthony G. Brown, plus de 150 prêtres et autres personnes associées à l'archidiocèse de Baltimore, dont une liste a été rendue publique, sont accusés d'avoir agressé sexuellement plus de 600 enfants de 1940 jusqu'à aujourd'hui. Jean a malheureusement perdu Mike, son mari, décédé des suites d'un cancer en 2007, mais aujourd'hui, elle est coach de vie et également autrice. Elle a publié 2 livres, dont un qui raconte sa propre histoire. Elle reste, tout comme Sœur Teresa, très présente aux côtés des autres victimes d'abus sexuels et assiste régulièrement à des événements sur le sujet pour partager son expérience. Gemma et Abby, quant à elles, continuent leurs recherches dans le but que personne n'oublie Sœur Cathy et Joyce Malecki, et toujours en espérant qu'un jour, justice leur soit enfin rendue.
N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Par contre, même si c'est très tentant de ne pas l'être, croyez-moi, moi le premier, j'ai des expressions pas très jolies qui me sont venues en tête quand j'ai découvert cette affaire. Merci de rester poli et respectueux dans vos commentaires. Cette affaire me fait pas mal penser à une autre affaire que j'avais traitée sur la chaîne il y a quelques temps. N'hésitez pas à aller y jeter un œil si vous ne l'avez pas déjà vu. Comme d'habitude, abonnez-vous, pensez au petit like et partagez la vidéo. Nous on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de HVI et en attendant, n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme et il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de monstres ou créatures imaginaires. Salut!